Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, messieurs les panélistes, mesdames, messieurs les participants en vos titres et qualités, il nous a été donné à mon collègue le professeur Mbata et à moi-même de parler de l'évolution du système judiciaire dans notre pays, les réformes, les défis et les perspectives. En liminaire, je voudrais dire que j'ai apprécié les deux éminents magistrats qui sont passés avant moi. Je voudrais d'abord dire mon appréciation d'un extrait de l'exposé du procureur général près la Cour constitutionnelle lorsqu'il a évoqué le bradage du droit contre l'argent. Cela parle au législateur que je suis. Mais je pense que j'ai une lecture de législateur. Je suis un partisan du parler vrai. Je ne suis pas un dogmatique. Et peut-être comme législateur depuis 18 ans au Parlement, dont une douzaine d'années au gouvernement, je suis habitué à poser un œil scrutateur et peut-être un peu trop critique sur les faits et sur les idées. Je vais donc probablement heurter la sensibilité des uns et des autres parmi les acteurs de ce système judiciaire que nous sommes appelés aujourd'hui à examiner ici. Je voudrais solliciter l'indulgence des uns et des autres. En principe, la justice est administrée au nom de l'État dans notre pays par les cours et tribunaux avec le ministère public et les avocats. C'est ceux-là qui constituent, à mon avis, avec le personnel qui leur sont attachés, le système judiciaire, dont le rôle et l'efficience sont au cœur des débats que nous avons ici. Je suis d'avis que ces débats devraient également porter sur les impératifs de la séparation des pouvoirs. Les éminents magistrats qui m'ont précédé ici y sont revenus, mais je voudrais insister aussi sur la synergie interinstitutionnelle indispensable pour fonder l'état de droit que nous appelons tous de nos vœux. Hier, le président de la République, le ministre d'État à la Justice, le bâtonnier national que nous avons suivi religieusement dans cette salle ont justifié ces états généraux de la justice par les contre-performances du système judiciaire. Dans l'exercice de ses missions, quelles sont-elles? Protéger les gens, arbitrer les conflits, sanctionner les comportements interdits ou les violations présumées ou d'interprétations différentes des normes et engagements régissant les interactions sociales. Quel est l'état des lieux? Quels sont les acquis positifs de la situation actuelle? Je dirais qu'il existe dans ce pays un droit positif. Le premier président de la Cour d'appel, de la Cour de cassation, nous l'a rappelé. Ce droit positif est adossé sur une architecture institutionnelle qui applique la Constitution, les traités internationaux, les lois, les actes réglementaires et, le cas échéant, la coutume, autour d'une triptyque, Cour constitutionnelle, juridiction de l'ordre judiciaire, juridiction de l'ordre administratif, ainsi que les parquets qui y sont rattachés. La clé de voûte de ma lecture, qui sera très brève, de l'évolution de notre système judiciaire réside dans la révision constitutionnelle de 2011. J'en ai été un des auteurs. Cette révision avait été justifiée, entre autres raisons, par un certain nombre d'incongruités observées dans le texte de 2006. Mais en dépit de ces imperfections, je suis dans les acquis positifs. Il faut reconnaître que l'agencement institutionnel qui avait été mis en place en cette période apparaissait à d'aucuns parmi nous comme une évolution positive
lorsqu'on la comparait à la domestication caricaturale du système judiciaire par le parti-État MPR sous la Deuxième République. Indubitablement, il y avait eu, à partir de 2006 puis de 2011, un allègement de la chape de plomb du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Je pense que personne ne me contredira. Quels sont les défis à relever? Malgré cette légère amélioration, force est de constater une survivance dans le système judiciaire d'une panoplie d'antivaleurs et de dysfonctionnements. Et je parle du point de vue de mes électeurs, notamment la corruption endémique, notamment l'apathie face aux expectations légitimes des justiciables et de la population en général. Un autre défi à relever dans le système judiciaire congolais, c'est le syndrome de l'hubris ou l'ivresse de la toute-puissance que beaucoup de nos compatriotes dénotent chez certains magistrats, pas tous, heureusement. Elle se traduit par la propension à dépasser les limites de l'inacceptable en se surestimant et en sous-estimant les autres. On en a une illustration avec la persistance de cette querelle doctrinale sempiternelle, inappropriée, qui oppose d'une part les adeptes de l'équivalence statutaire absolue entre magistrats du siège et magistrats du ministère public, et d'autre part les partisans de l'école napoléonienne, celle qui nous a inspirés en 2011, pour qui l'action du ministère public ne peut s'affranchir du contrôle du pouvoir exécutif, car, pensions-nous, dans un procès, le ministère public représente l'État, dont les intérêts sont lésés par la commission de l'infraction. Il nous faut réviser la Constitution de la République. J'ai pris le temps de passer en revue toute la Constitution pour détecter les faiblesses qui peuvent être corrigées. 1. L'adoption de l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. Le français, c'est une langue, mais l'anglais est devenu aujourd'hui la langue de tout le monde. Il faut que nos enfants apprennent ça dès le bas âge. Cela ne va pas porter atteinte aux langues nationales. 2. La réduction du nombre de partis politiques. De plus de 1000 partis politiques, s'il vous plaît. 3. La réduction de la taille du gouvernement. Nous avons des gouvernements tout le temps, 60 ministres, 57, ils font quoi? Je propose qu'on réduise dans la Constitution à 25 ministres au maximum, y compris le Premier ministre. 4. La suppression de certaines institutions budgétivores est, à mon avis, inutile pour dégager des épargnes à investir dans des activités à impact social visible et dans des projets de développement. Ces institutions budgétivores sont lesquelles? Le Sénat, les assemblées provinciales, le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature et au ministère. 5. La suppression du mode de scrutin indirect, tant pour le Sénat de toutes les façons va le supprimer, que pour les gouverneurs des provinces. Nous avons remarqué que pour élire les provinces, pour être élu gouverneur de province, il suffit d'avoir beaucoup d'argent, vous distribuez aux gens et vous devenez gouverneur, même si vous n'êtes pas qualifié pour ça. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum après l'investiture du président de la République pour désigner le Premier ministre et même délai de 30 jours au Premier ministre pour former le gouvernement et obtenir son investiture. Interdiction formelle sur demande de qui que ce soit de céder la souveraineté nationale pour remettre une portion du territoire à qui que ce soit. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation de monnaies étrangères sur le territoire congolais. 10. La réhabilitation explicite de la loi Bakajika
qui décrète que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. 12. L'adoption du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Double nationalité avec tout le monde, sauf avec les pays voisins. 13. L'adoption de la proposition de loi de pères, de mères et d'épouses pour les fonctions régaliennes afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. 14. L'adoption de conditions d'études minimales pour les mandats électifs à tous les niveaux. 15. La réintroduction de l'élection présidentielle à 2 tours. Enfin, 16. Le maintien de l'article 220 de la Constitution.